que vous voyez là, c'est un cheat qui marche entièrement grâce à l'IA. Jusqu'ici, les tricheurs devaient modifier le code du jeu pour voir à travers les murs ou tirer automatiquement, ce qui permettait aux éditeurs de les détecter facilement. Mais une nouvelle génération d'outils de triche est en train d'émerger et elle change complètement la donne. Dans cette vidéo, on va vous montrer des démonstrations fascinantes de ce qui est déjà possible aujourd'hui. Comment ces systèmes fonctionnent, pourquoi ils sont impossibles à détecter et surtout comment certains fabricants commencent même à intégrer ce type de technologie directement dans des écrans gaming. Une chose est sûre, cette révolution va forcer les studios à repenser complètement la façon dont ils conçoivent leurs jeux compétitifs. Mais juste avant, j'ai un message pour tous ceux qui passent leur journée devant l'ordi et qui tiennent avec des boissons énergisantes. Écoutez-moi, notre partenaire, qui nous change un peu, Oli, propose une alternative en poudre aux canettes classiques. Pour seulement un pot comme ça vous fait à peu près une 50aine de canettes, ou si comme moi vous aimez diluer, ça en fait encore plus. Ils utilisent de la New Caf, qui est une forme cristallisée de caféine qui évite le crash post-caféine. Il y a plein de goûts. Pour moi, les mieux, c'est pêche et coconut, mais chacun son avis. Et vous pouvez tester ça avec un pack découverte. Ça peut être pas mal si vous êtes déjà un gros consommateur et que l'eau vous ennuie. Au moins, là, il n'y a pas de sucre. Je vous laisse un lien en description. Vous aurez automatiquement 5 € ou 10% avec les codes _5 ou _. Je vous laisse aller voir ça. Merci à Oli et on reprend. Utiliser des logiciels pour tricher dans les jeux, c'est quelque chose qui est assez ancien. En 2006, dans le monde des échecs, il y a eu ce qu'on a appelé le match d'unification. Ça s'appelait comme ça parce qu'à l'époque, il y avait deux fédérations d'échecs différentes. Il y avait la fédération classique et la FIDE. Et en 2006, ils ont décidé de fusionner les deux fédérations. Et donc, ils ont organisé un match entre le champion du monde classique et le champion du monde FIDE pour savoir qui était le vrai champion du monde. Et pendant le match, il y a un des candidats, Vladimir Kramnik, qui il semble aller beaucoup aux toilettes. Ce qui a amené son adversaire à l'accuser de triche en disant il va aux toilettes pour regarder sur un solveur quels sont les meilleurs coups à jouer. Ça fait une grosse controverse. Et à la suite de ça, il y a eu pas mal de scientifiques qui sont intéressés à ça et qui ont fait ce qu'on appelle de l'analyse statistique, où ils regardent la qualité des coups de Kramnik pour savoir s'il se met à jouer beaucoup mieux, par exemple en revenant des toilettes ou pas. Et au final, il a été innocenté, ils n'ont pas détecté de variation de niveau de jeu anormale, mais cette notion d'analyse un peu de la qualité de ses coups avec des maths, c'est quelque chose qui va revenir plus tard. Et donc tu peux littéralement faire une courbe de talent, quoi. Exactement, de qualité. La courbe, de jeu. elle peut être suspecte. Maintenant, si tu vas sur chess.com, tu as Stockfish, qui sont les modèles, et il te dit, là, tu as fait un coup de telle qualité. Ou là, et en fait, tu as même le taux de la probabilité de victoire de si tu joues les blancs, et tu joues un coup, et là, tu vois que le truc s'effondre, par exemple. Donc, tu peux mesurer la qualité d'un coup très facilement. Et ça te permet de savoir si un joueur joue d'un coup beaucoup mieux que d'habitude. Effectivement, on peut appeler ça déjà de l'IA, entre guillemets, puisque c'est de l'utilisation d'un solveur. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres jeux où c'est déjà arrivé aussi ? Il y a la société OpenAI qui a publié OpenAI 5, qui bat les meilleurs joueurs du monde à Dota 2. Et ça, pour l'époque, c'était une prouesse, parce que Dota 2, c'est un jeu à information incomplète. Tu as une partie de la carte que tu vois pas, ce qui est beaucoup plus difficile pour l'IA. Et c'est un jeu d'équipe. Donc l'IA doit collaborer, ce qui forcément est difficile. Et on pourrait se dire, pour les jeux vidéo, si t'es pas dans le monde du jeu vidéo, tu te dis c'est pas très grave. Sauf qu'il y a un autre type de jeu où les enjeux sont beaucoup plus grands, c'est le poker en ligne. Le problème du poker, c'est que c'est assez difficile de détecter la triche. Contrairement aux échecs, on a vu tout à l'heure, il y a des dizaines de coups possibles, donc tu peux faire de l'analyse statistique. Mais au poker, il y a en gros 3 coups possibles. Tu peux relancer, suivre ou te coucher. Et donc, si une personne fait 5 coups parfaits de suite, ça peut être le fruit du hasard, c'est pas si improbable pour un bon joueur, donc c'est déjà plus difficile de détecter de la triche. Et le fait est qu'il y a une université américaine qui s'appelle Carnegie Mellon. En 2019 aussi, ils ont publié Pluribus, qui est un réseau de neurones qui bat des joueurs professionnels au Texas Hold'em 6 joueurs, qui est le format de poker le plus connu, avec 2 cartes en main et 5 cartes sur le plateau. Donc c'est vraiment, voilà. Là, ça, c'est une petite courbe de l'entraînement de Pluribus, justement, où tu vois... C'est fou, parce que les échecs, effectivement, aujourd'hui, c'est un peu connu que, justement, on se fait défoncer. On a entendu parler du jeu de Go, etc., mais le côté très hasardeux du poker et très... du subtil, du bluff, etc., psychologique, m'aurait laissé penser qu'en fait, c'était pas automatisable. Voilà, voilà, alors c'est pas les meilleurs joueurs du monde, mais c'est des professionnels qui ont été battus par Pluribus. Et alors il y a un dernier exemple dont je voulais citer justement sur la partie psychologie que tu cites, c'est Cicero. Il y a un jeu de plateau qui est un jeu que j'adore qui s'appelle Diplomatie, où tu joues une des grandes nations en 1914 et le but c'est de détendre ton territoire, et tout le jeu se base sur la négociation, comme son nom l'indique, avec d'autres joueurs, où tu dois convaitre un joueur de faire une alliance, etc. Mon frère jouait à ça quand j'étais petit, j'ai jamais compris ce jeu. Et c'est que de la négoce, c'est de la diplomatie. C'est moche. C'est moche, c'est un jeu à l'ancienne, mais moi c'est mon jeu plateau préféré. Mais c'est ça, ouais. J'adore Diplomatie. Et ce qui est dingue, donc ils ont sorti Cicero, c'est fait par Meta, et Cicero c'est classé dans le top 10% des joueurs de diplomatie en ligne. Ce qui est dingue parce que c'est uniquement
justement de la persuasion, du bluff. L'humain. C'est l'humain. C'est ce qu'on nous semble humain. Et je trouve ça presque un peu terrifiant parce que tu te dis une IA est meilleure pour persuader un humain qu'un autre humain. Dans un monde très précis avec des règles claires. Tout à fait. C'est dingue. Moi, j'ai une petite question avant parce que ça va être un peu intéressant justement pour la suite. C'est déjà en termes de type de modèle. Pour les exemples que tu as cités de Dota, d'OpenAI 5, je savais même pas qu'ils avaient fait ça, OpenAI, c'est dingue. Et de diplomatie, c'est quel genre de modèle derrière et comment ils interagissent à chaque fois avec le jeu? C'est que des réseaux de neurones, à chaque fois la technologie de machine learning. Je sais que pour AlphaGo, il y a un documentaire qui a été fait et ça utilise un truc qui s'appelle la recherche d'arbres de Monte-Carlo. L'idée, c'est que tu as l'arbre des possibilités de tous les coups possibles au Go. Et le modèle, il va, à partir de son entraînement de plein de parties, il va identifier des probabilités de victoire pour chacun des coups possibles. Et il va descendre dans l'arbre, et au bout d'un moment, il va identifier qu'il y a un chemin qui n'est pas... Le potentiel est assez faible, et donc il va couper cette branche. Il va continuer d'explorer, il va couper plein de branches, etc. Et il va descendre dans l'arbre comme ça. Et à la fin, il va sélectionner, parmi tous les coups possibles, il y a des probabilités pour chaque nœud, il va sélectionner une au hasard avec les bonnes probabilités. Parce que j'imagine que ce soit au poker, aux échecs ou à Dota, etc., ce qui rend la tâche compliquée, c'est que justement, il y a un certain nombre d'actions qui sont possibles d'effectuer, qui, si tu les accumules, créent des infinités de chemins en réalité. Et donc, l'IA qui consisterait simplement à regarder l'ensemble des possibles et à choisir la meilleure direction, elle est infaisable dans le... Techniquement, ça demanderait des temps de calcul infinis, en fait. Ce serait prédire l'avenir, d'ailleurs. D'où l'intérêt de cette méthode, qui, en fait, ressemble beaucoup à ce que fait un humain. Un humain, quand tu joues à un jeu, tu vas peut-être te dire « Ah, ça a l'air d'un bon coup ». Peut-être tu vas simuler dans ta tête 2-3 coups dans le futur, en te disant « si je joue à Dota, si je vais en haut, qu'est-ce que je peux faire ?» Et tu te dis « Ah bah non, c'est pas une bonne idée, parce qu'il y a 3 ennemis, donc j'y vais pas ». Et le modèle, il fait ça, en fait. Il essaie de prédire le futur, il se dit « Ça, c'est pas une bonne option », hop, il coupe cette possibilité de son arbre de possibilités. Et puis à la fin, il restreint comme ça jusqu'à avoir la meilleure action d'après lui. Et en plus, ce qui est fou, c'est que ça a des conséquences, parce que Dota, je sais pas si c'est joué en e-sport, mais je sais que la triche et l'e-sport, c'est très lié, c'est très important. Tu parlais du poker, le poker, c'est carrément un truc. L'économie du poker. Exactement, tu gagnes de la thune en gros avec du poker. Du coup, c'est un vrai problème qui va y avoir. Alors moi, j'aurais une boîte de casino en ligne, je serais un peu inquiet, c'est sûr. Maintenant, les modèles, tous ceux que j'ai cités, OpenAI 5, Pluribus, etc., ils sont pas disponibles au public. Les entreprises les ont gardés pour elles, heureusement. Et il faudra encore quelques années, à mon avis, pour qu'on les voit arriver en public, parce que c'est quand même très compliqué à faire, et ça coûte une blinde à entraîner, parce qu'il faut entraîner ton réseau de neurones, et il faut une grosse infrastructure. Mais oui, il y a une menace claire pour ces entreprises. Tous les jeux en ligne, tous les jeux de poker en ligne. Peut-être qu'on aura un retour tu ne pourras jouer pour de l'argent qu'au poker en personne. Un peu comme aujourd'hui dans l'e-sport, les gros tournois où il y a beaucoup d'argent, c'est souvent en présentiel quand même. Aux échecs aussi. Aux échecs aussi. Comme ça, c'est beaucoup plus facile d'empêcher la triche. Et il y a un autre type de triche qui est celui en réalité le plus connu par tous les joueurs, qui énerve le plus, c'est évidemment tout ce qui est assistance. Se faire bouger sa souris pour avoir un namebot par exemple, ou avoir des informations supplémentaires comme voir des ennemis à travers les murs. Est-ce que ça, justement, ça évolue? Est-ce que les évolutions de l'IA rendent ce genre de triche plus difficile à détecter par exemple? Tout à fait, et c'est même déjà là. Pour reprendre l'exemple des M-bots que tu citais, donc qui sont les algorithmes qui te permettent de viser automatiquement dans les jeux de tir. Historiquement, la manière dont ça fonctionnait, c'est que le programme va lire dans la mémoire du jeu l'information de la position des ennemis. Il connaît ta position à toi, et à partir de ces 2 positions, il fait un calcul pour dire il faut viser dans telle direction. Cette phase de lecture de la mémoire par le programme, c'est quelque chose qui est détectable par un anti-triche. Il détecte qu'il y a une application tierce qui accède à un espace de la mémoire qui n'est pas autorisé. Mais avec le développement de la vision par ordinateur, il y a des petits malins qui se sont dit mais attends, on peut reconnaître des objets sur des images, pourquoi on ne pourrait pas reconnaître des ennemis dans un jeu vidéo? Donc, ils utilisent un réseau de neurones qui est très connu. On peut voir un exemple ici qui s'appelle YOLO. C'est le réseau, ces vidéos, vous les avez tous vues, je pense, où tu as des objets ou des personnes sur des vidéos et tu as un rectangle qui les suit. Voilà, ça, 90% du temps, c'est basé sur YOLO. Et donc, YOLO, tu peux le fine-tune, tu peux le réentraîner pour reconnaître ce que tu veux. Et donc, tu as des personnes qui les réentraînent pour reconnaître les ennemis sur Counter-Strike, par exemple. Et ça, c'est hyper puissant parce que tu n'as plus besoin de lire la mémoire du jeu, tu te bases juste sur le flux vidéo pour détecter la position des ennemis. Et c'est complètement indétectable. Target 92%. Donc là, typiquement, ça c'est intéressant. Là, il a identifié un ennemi. Moi, en plus, c'est fascinant parce que quand tu l'as dit, je me suis dit, mais oui, mais c'est absolument du génie. Mais de le voir en vrai, tu te rends compte que
c'est plus compliqué que juste reconnaître un gros tas de pixels sur ton écran. Là, c'est vraiment une toute petite zone du jeu. Il faut avoir une précision, une subtilité dans le modèle pour arriver à reconnaître des ennemis sur Counter-Strike. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas marqué 100% de probabilité, là où sur n'importe quel système de triche normal, juste, il serait allé voir dans la mémoire de Counter-Strike, il aurait vu cette position X, Y, Z dans l'espace où il y a un ennemi. Là, c'est pas ça, il en est sûr à 92%. Mais en fait, ça marche très bien pour faire ça marche. Maintenant, oui, on a YOLO, ils sont à la version 9, je crois. Donc maintenant, ça commence à être vraiment hyper perfectionné. Est-ce qu'il y a quand même des trucs possibles pour éviter ce truc-là ou c'est bon, c'est fini, tous les tricheurs seront indétectables à l'avenir? Heureusement, il y a quand même 2 méthodes qui sont utilisées aujourd'hui par les entreprises de jeux vidéo. La première, c'est ce qu'on appelle l'analyse comportementale. Ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure avec les échecs. Mais l'idée ici, c'est tu peux pas utiliser un humain pour regarder et dire une personne elle triche, parce que les mbots simulent très bien des mouvements proches d'un humain avec des hésitations, des courbes assez naturelles. Ça fait très longtemps qu'ils perfectionnent ça. Ça va pas être parfait, mais ça te donne quand même un gros bonus et c'est impossible à voir pour un humain. Okay, donc ça, c'est mort. C'est mort. Par contre, si, c'est impossible pour un humain. Mais tu peux combattre le feu par le feu. On va entraîner une IA pour regarder un joueur jouer et dire est-ce que sa visée, elle est humaine ou pas. Et ça... Et l'IA, elle est plus ça marche compétente que l'humain. Au début, tu te dis, mais attends, c'est pas possible, quoi. L'IA, elle va pas faire ça correctement. T'as un peu peur qu'il y ait des faux positifs, c'est-à-dire des gens qui sont détectés comme des tricheurs alors qu'ils sont juste très forts et ils sont ban. Sauf que je suis tombé sur une vidéo d'un youtubeur américain qui s'appelle Risku, où il interviewe l'équipe anti-triche de chez Tencent. Et d'après les ingénieurs de chez Tencent, un bon modèle de reconnaissance comportementale, il a 99,99% de précision. Donc ça marche hyper bien, en fait. Et surtout, ils le font déjà, quoi. Ils le font déjà. Alors, les plus matheux qui nous écoutent te diraient que la précision, c'est pas une bonne métrique pour identifier la performance d'un modèle. Parce que tu prends... l'exemple classique, c'est tu fais un modèle d'IA, par exemple, pour reconnaître des maladies de la peau rares à partir de photos de la peau d'une personne. 99,9% de la population n'a pas de maladie rare. Donc, si ton modèle se contente de dire pas malade tout le temps, il a 99,9% de précision. Okay. Sauf qu'il sert à rien. Donc... j'avais pas pensé. c'est très important, ça, en machine learning. Donc, on introduit une autre métrique que la précision, qu'on appelle le recall. Et le recall, ça mesure le nombre de malades, la proportion de malades correctement identifiés. Donc ici, le recall, il est de 0. Donc tu prends ta précision, ton recall, tu la fusionnes, ça te donne un truc qui s'appelle le score F1. Et ça, c'est utilisé partout pour mesurer la performance d'un modèle. Dès qu'on a une catégorie qu'on cherche à identifier qui nous intéresse, mais qui est très petite, on utilise ça, quoi. Exactement, la précision et même de manière générale, on utilise le score F1. Sauf que de toute façon, la critique sur la précision, elle ne fonctionne pas dans le cas de nos tricheurs, parce que les statistiques semblent montrer que dans les jeux de tir, il y aurait à peu près 30% des joueurs qui tricheraient. What? Ce qui est énorme. Ouais. 30%? C'est corroboré par plusieurs entreprises de jeux vidéo et même des acteurs externes. 30%. C'est quand même dingue, ok. C'est choquant. Mais donc tout ça pour dire que tu as largement assez de données de tricheurs pour faire un dataset correctement équilibré avec 50% de tricheurs et de gens gentils. Et donc derrière, quand tu as 99,9% de précision, ça veut dire quelque chose. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y aura une deuxième génération, pareil, de cheat, qui saura rester indétectable, justement? Parce que c'est un peu ce qui se passe avec les modèles de langage. C'est qu'au début, quand ChatGPT est sorti, on a dit les profs, ce que vous devez faire pour détecter la triche dans vos copies, c'est de le passer dans le détecteur d'IA de OpenAI et compagnie. Et comme ça, vous saurez à tous les coups ce qui a été généré par un humain ou pas. Ça a duré 6 mois. Et aujourd'hui, personne n'est capable de faire cette distinction. Si tu ne penses pas que de la même manière, ils vont rattraper le retard, les cheaters? C'est un bon point, mais pour moi, il y a une différence majeure dans l'exemple que tu as donné, c'est le budget. Les boîtes qui font les LLM, c'est les plus gros budgets. Les détecteurs, c'est des petites startups. Dans le cas des triches, les mecs qui font les triches, c'est des gars tout seuls. Et derrière, t'as Tencent qui fait du anti-triche. Donc, il y a quand même une asymétrie de budget et de base de données. On sait que s'ils comptent dans le machine learning, c'est combien t'as de données et la qualité de ta donnée. Et les boîtes de jeux vidéo ont beaucoup plus de données que les mecs qui entraînent des modèles. C'est un excellent point auquel je n'avais pas pensé. Voilà. Ça, c'est tout ce qui est détection donc, à partir du comportement. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui sont possibles? Oui, il y a d'autres méthodes. Alors déjà, on peut se dire pourquoi on fait pas ça partout, puisque ça marche super bien. Il ne faut pas oublier que pour faire de l'analyse comportementale, il faut faire tourner un réseau de neurones de manière continue sur tous tes joueurs. Donc en fait, ça coûte une blinde. Ce qui explique pourquoi c'est pas partout.
Et en particulier, tu as plein de petits jeux qui n'ont pas le budget pour payer ça. Tu as une autre technique. On a vu tout à l'heure que les mbots, ils avaient besoin de lire l'information et qu'aujourd'hui, on ne pouvait plus détecter ça parce que c'était fait par la vision par ordinateur. Mais tu as une autre phase dans le mbot. Une fois qu'il a lu, il doit écrire. Il doit modifier le mouvement de ta souris, par exemple, pour que ça aille au bon endroit. Ça, traditionnellement, c'est fait avec des API. La plus connue, c'est l'API Windows, qui te permet de simuler des événements de souris, des mouvements, simuler des touches de ton clavier, etc. Il se trouve que, d'après ce qui est dit sur Internet, les anti-cheats comme Vanguard, par exemple, qui est l'anti-cheat de chez Riot Games pour League of Legends et Valorant, bloquent l'API Windows et bloquent toutes les API pour t'empêcher justement de faire ce genre de modification. C'était effectivement cette nouvelle ère d'anti-cheat qui doivent se placer de plus en plus haut dans l'échelle des droits sur un ordinateur pour effectivement détecter des écritures en mémoire, comme t'expliquais. Mais je ne savais pas que ça allait jusqu'à péter Windows. Parce qu'en gros, c'est ça, c'est littéralement empêcher le bon fonctionnement d'une partie des API, parce qu'il y a plein de raisons légitimes de le faire. Typiquement, tous les logiciels d'automatisation, les auto-hotkeys et compagnie, c'est ça qu'ils font en fait, c'est qu'ils simulent des frappes de clavier, des clics à droite à gauche. Donc Vanguard, ils arrivent et disent non, ça marche plus maintenant. C'est pour ça que les anti-cheat kernel ont aussi mauvaise réputation. C'est qu'il y a des risques de virus, comme vous en aviez parlé, et que de manière générale, ça modifie le comportement de ton ordinateur. Parce que ça démarre très très tôt dans l'exécution de Windows, c'est comme un driver. Et donc ça peut se permettre de filtrer des applications, des API, tout ce que, et de dire ça je veux pas, etc. Alors ça c'est la théorie, c'est ce que tout le monde dit sur Internet. Il se trouve que j'ai testé et c'est pas vrai. C'est-à-dire que j'ai fait un petit script tout simple avec l'API Windows où ça bouge ma souris sur l'écran. J'ai démarré une partie de League of Legends, j'ai bien vérifié que Vanguard il tournait en arrière-plan et ça marche. Ma souris elle bouge automatiquement avec l'API Windows. Donc ça ne bloque pas la fonction mouse event de l'API. Peut-être ils l'ont enlevé. Peut-être. Alors à date de décembre 2024, je veux pas qu'on me fasse dire ce que j'ai pas dit. Avec la mauvaise presse, ils l'ont enlevé. Voilà, peut-être que maintenant au lieu de le bloquer, il détecte. Je sais pas comment ça marche. Mais en tout cas, cette info n'est plus valide. Ou alors peut-être que c'est parce que tu n'étais pas en partie ranked. Ouais, j'étais en partie normale, effectivement. Ce serait intéressant de tester ça en classé. Donc ça, malgré l'indétectabilité de repérer un ennemi, il reste encore ça, quoi. Il reste l'input qui, lui, peut être encore flag. T'as des gens très créatifs qui même résolvent un peu cette option en faisant des robots qui manipulent ta souris. Ah, pour de vrai. Pour de vrai. Donc ça, c'est la caméra, tu vois, où il filme son écran. Donc il n'y a même plus besoin d'envoyer le flux vidéo. On le voit faire, il fait ce qu'on appelle du labeling, toi. Donc il isole les têtes des zombies, qui est son dataset. Pour entraîner YOLO, lui dire c'est ça que tu dois reconnaître, c'est les têtes des zombies. Ensuite, on voit YOLO qui détecte correctement les têtes. Et après, on voit son petit robot avec la souris dessus. Ah ouais, c'est génial. Il a son petit, hop, et il y a la souris dessus. Ça, c'est la version plus avancée, carrément. Ou alors, mais la version toute simple, celle que vous avez vue avant avec les 4 petits trous. Et puis ça bouge sa souris. Le niveau d'ingénierie qui a été mis dans ce projet est hallucinant. Et donc là, effectivement, on a un cheat qui, de bout en bout, n'interagit jamais avec l'OS en fait. Ça sur un tournoi en ligne, si ton truc il est bien shadé, que t'as vraiment un aimbot, ça va vite et tout, on ne pourra jamais te détecter. À part, sauf analyse comportementale. Voilà, sauf l'analyse comportementale pour l'instant. La réalité, c'est qu'il existe aussi une version plus réaliste de ce truc-là pour pouvoir tricher potentiellement à moindre coût. C'est tout simplement d'utiliser le flux USB en fait. C'est-à-dire que cette souris, ses déplacements, elle les envoie à la fin dans une suite de données binaires par le flux USB. Et donc, en fait, il serait totalement possible de répliquer ce comportement d'un driver qui serait aussi indétectable. Peut-être on mettrait un Raspberry à la place qui serait juste connecté au port USB. On saurait faire la même chose en réalité. La bonne nouvelle pour les boîtes de jeux, c'est qu'il y a 2 semaines, Windows a annoncé qu'il retravaillait sur la manière dont Windows gère sa sécurité. L'idée, ce serait que Windows puisse protéger son propre kernel et donc que tu n'aies pas besoin d'avoir des drivers qui démarrent en même temps que Windows pour assurer la sécurité de l'OS. Et ça, c'est assez énorme parce que ça voudrait dire que des logiciels de sécurité comme des antivirus, des anti-triches, etc. pourraient être exécutés au niveau application et pas au niveau kernel. Et donc pour des entreprises comme Riot, c'est du pain béni. Parce que ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin d'avoir cet antivirus super intrusif. Ils peuvent juste avoir, quand on démarre le jeu, ça démarre l'antivirus en parallèle, comme une autre application. L'antitriche, pardon, oui, en parallèle. Et l'antitriche gère le jeu. Il n'a pas besoin d'être plus bas, enfin beaucoup plus bas dans la hiérarchie de sécurité de Windows. Donc c'est une annonce qui a été saluée par Riot, l'annonce de Microsoft. Ils sont contents. Ils sont contents. C'est pas encore là, mais ça peut potentiellement résoudre un peu ce problème. Ce qui est intéressant, c'est que cette idée-là d'utiliser donc les frames, les pixels pour assister les joueurs, elle intéresse aussi des constructeurs
de matériel. Il y a une entreprise qui fabrique des écrans qui s'appelle MSI. Ils ont publié un écran, ils l'ont annoncé il y a 11 mois, qui s'appelle le 321 URX. Et c'est un écran qui te donne des aides visuelles sur League of Legends. C'est-à-dire qu'il scanne ta partie en temps réel et il te dit « Ah, attention, il y a un ennemi qui va arriver à tel endroit ». Avec une grosse alerte en rouge. Et c'est quelque chose qui n'est pas intégré au jeu, c'est un overlay par-dessus. Et tout le modèle de machine learning, il est intégré à l'écran. Il tourne sur une puce qui est Il tourne, alors ouais, je sais pas exactement il y a un ordinateur dans l'écran, quoi. L'écran, je sais pas comment ça marche exactement, est-ce que ils ont une puce, ouais, concrètement. Mais en tout cas, je sais que le modèle, c'est pas une application que tu as installée en plus, quoi. Ça vient avec l'écran. Et du coup, C'est dingue. Enfin, pour les développeurs de jeux, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas bannir tous les gars qui ont acheté l'écran MSI. Il y avait déjà eu des cas un peu avec du hardware qui te donnait un avantage. C'était avec des claviers. Dans les jeux de tir comme Overwatch, tu as une mécanique, ce qu'on appelle le strafing, où ça consiste à faire droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche pendant que tu tires, et du coup, tu es beaucoup plus difficile à toucher parce que tu bouges de droite à gauche. On sait pas trop dans quelle direction tu vas aller. Et pour faire ça, sur un clavier, tu appuies sur QD, QD, QD. Sauf qu'un être humain normal, il peut pas alterner parfaitement entre les deux touches. Et tu avais des gars qui avaient sorti un clavier où, quand tu appuyais sur D, ça écrasait l'input précédent. Donc même si tu es encore en train d'appuyer sur Q, ça ignore ça et ça te fait aller à droite tout de suite. Donc en gros, ils ont fait un patch hardware à ce problème de Overwatch, quoi. Exactement, vraiment pour du strafing. Mais ouais, c'est intéressant parce que typiquement, à chaque fois la différence, et on en revient à notre sujet, c'est des macros qui sont hardware. Donc c'est-à-dire que les instructions arrivent littéralement dans le flux USB. Du point de vue donc de Windows et d'un anti-cheat, il n'y a absolument rien à détecter, puisque ça se passe avant. Et donc, c'est un peu une sorte de course à l'échalote où ils essayent le plus possible d'avoir du contrôle, de plus en plus de contrôle sur ta machine. Ils veulent tout savoir sur toi et sur ta famille. Mais il y a un moment en fait où si tu sors de l'ordi, ce qui est en train de se produire grâce à des modèles d'IA notamment, tu sors de l'ordi parce que tu prends la frame et tu fais rentrer des inputs, et c'est perdu. Donc peut-être qu'il va être temps de débrancher tous ces anti-cheats une fois pour toutes. Peut-être que la solution, c'est aussi pour les développeurs de jeux d'adapter le gameplay de leur jeu pour qu'ils soient moins sensibles à la triche. Si tu reprends l'exemple du strafing, tu as une solution, c'est d'ajouter de l'inertie. C'est que quand tu fais droite-gauche, comme dans la vraie vie, tu peux pas passer de droite à gauche instantanément, tu as une phase où tu peux plus, il faut changer de direction. Et dans ce cas-là, ça casse complètement l'avantage. Mais c'est intéressant, c'est-à-dire que de ton point de vue, l'évolution en termes de possibilités de modèles, comme on l'a vu, en termes d'extraire de l'information, de la faire rentrer dans le jeu, on va arriver à un tel niveau de maturité que ça sert à rien de se battre et que le seul moyen en fait c'est de créer des jeux qui sont de base impossibles à manipuler, dans lesquels on peut pas tricher. Ça peut être une option. Après, impossible à tricher, tu pourras toujours tricher, mais c'est vrai que je me dis pour des petits studios qui n'ont pas de quoi se payer ou développer un anti-triche, ça peut être une option, c'est d'adapter ton jeu pour résister dans le gameplay directement. Voilà. À propos de sujets étranges sur le hardware, on vous avait fait une chronique pour parler de la question: est-ce que les téléphones nous écoutent vraiment? Pendant longtemps, je croyais que c'était un peu du bullshit et que non. Et en fait, récemment, on est tombé sur des trucs très intéressants. C'était dans cette vidéo, je vous laisse aller voir.